Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire, le leadership dans un monde VUCA. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation et nous vous en remercions. Je vous présente, je suis Christian Mingui, je suis responsable marché Europe, Middle East et Québec. Et je vais animer ce webinaire. On est clairement rentré depuis plusieurs mois dans un monde en pleine évolution, en pleine mutation. La crise sanitaire nous a propulsés dans ce monde VUCA, un monde qui est animé par la volatilité, la vitesse de changement, des situations extrêmement complexes à gérer, avec parfois de l'ambiguïté à gérer au quotidien dans des situations que peuvent vivre des personnes, que peuvent vivre des équipes. Un contexte bien évidemment d'incertitude avec des décisions qu'il faut prendre au quotidien, qu'il a fallu parfois prendre du jour au lendemain pour gérer une situation. Et surtout, on est rentré dans une crise qui dure, une crise qui met à mal la résilience, la capacité d'adaptation des personnes et des organisations. Donc, ce contexte est un véritable défi pour les leaders, pour les RH, pour les managers, pour les gestionnaires. Et à travers de ce webinaire, nous allons essayer de vous apporter des clés de réponse, de lecture, sur la base des retours d'expérience dans des contextes différents. Pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter les différents intervenants, 6 intervenants, avec 2 panels, un panel RH et un panel d'experts. Alors, tout d'abord, je commence par Lydie Breton. Donc, Lydie est directrice des ressources, directrice de l'innovation sociale, la qualité de vie chez Sodexo. Bonjour Lydie. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour Lydie. Bonjour. Henri Plevets. Henri donc, est directeur des ressources humaines au sein du groupe Nourion Chemicals, donc en Belgique. Il préside également l'association des dirigeants du personnel de la région du Hainaut. Et Henri est également spécialiste en droit social et en droit du travail. Nous passons de la Belgique au Québec avec Marc-André Penneau, qui est gestionnaire d'expérience et spécialiste en santé, sécurité et mieux-être au travail, qui a une longue expérience de plus de 30 ans avec des positions occupées dans différentes organisations québécoises, mais aussi internationales. Je pense notamment à la société Hydro-Québec. Et jusqu'à tout récemment, Marc-André occupait le poste de directeur santé-sécurité mieux-être à la ville de Montréal, où il a dû gérer avec ses équipes, ses collègues, la pandémie du Covid-19, alors que la ville était vraiment à l'épicentre de l'épidémie au Canada. Bonjour. Frédéric Bonneton. Frédéric est entrepreneur, auteur et conférencier français, spécialiste de la performance et du capital humain. Il a cofondé NCR Group et il intervient directement auprès de grands clients sur de nombreuses missions et notamment tout ce qui relève du conseil aux ressources humaines en performance des ventes et du leadership. Bonjour à tous. Carole Da Silva. Carole est psychologue du travail au pôle santé au travail de Workplace Options. Et enfin, Emmanuel Fourcade. Emmanuel est responsable du service réadaptation socio-professionnelle chez Workplace Options. Bonjour à tous. Nous allons donc commencer par le premier panel. Je vous invite à poser vos questions. Vous avez un espace conversation, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons essayer d'y répondre dans un deuxième temps après effectivement les 2 panels qui vont commencer. Alors, première question, donc je me tourne vers vous, Lydie, Marc-André et Henri. Si vous pouvez nous dire comment s'est passée cette crise sanitaire dans votre organisation, ce que vous en avez retiré comme expérience. Lydie, peut-être, pour commencer? Oui, merci Christian. La crise pour nous, elle a été vécue de manière très différente. Donc Sodexo en France, c'est à peu près 4000 sites.
Et dans ces 4000 sites, on était parfois chez des clients qui vivaient cette crise de plein fouet et qui étaient complètement à l'arrêt, comme c'est le cas pour notre activité du service aux entreprises ou comme c'était le cas pour l'éducation. Et dans d'autres endroits qui étaient plutôt en suractivité, comme dans le milieu de la santé ou du médico-social. Donc, cette crise et ce confinement, pour certains, étaient vécus très, très différemment. Et finalement, le point commun à tout ça, ça a été de recentrer tout le monde sur beaucoup d'authenticité. Ça a pris des formes différentes selon les managers, mais on s'est vu tous s'enquérir des états de santé physique et des états de santé psychologique de chacun. Toutes nos réunions ont commencé à être rythmées par des nouvelles routines, des routines où on commence d'abord par un tour de météo personnel. Et puis, si c'est un peu compliqué, on trouve des biais en disant bon bah voilà, aujourd'hui, si vous étiez un des 7 nains, vous seriez lequel? Et ça permet de se connecter avec vraiment l'état de la personne, finalement son humeur, et si elle est à prendre plutôt avec des pincettes ou si elle va plutôt être un gros moteur de la réunion. Donc chacun l'a fait après l'a adapté à sa façon. Ça a pu prendre la forme de moments café où on parle pas de travail, d'apéro, mais la porosité entre la vie pro et la vie perso s'est exacerbée à ces moments-là. Et moi, les deux mots que je retiens, c'est vraiment cette dimension d'authenticité et de connexion avec les autres au travers d'une place laissée aux émotions qui a été plus grande. Merci beaucoup Lydie pour ce témoignage, ce premier retour d'expérience, à rester connecté, authentique et vraiment garder le contact avec les équipes, prendre soin des autres. Monsieur Plevet, dans votre cas, vous aviez une situation différente, donc on est dans l'industrie avec une activité de type Céveso, donc avec une part de risque aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette situation que vous avez vécue? Alors bonjour à tous. Donc concernant la première vague, c'est par rapport à ça, hein, la question. Oui. En comité de direction, on a très vite pris conscience de l'importance de la situation et on a créé une task force autour de la problématique de la pandémie. Avec tous les matins, on avait par Teams, Teams, Call Teams. On rassemblait cette équipe qui était appelée à gérer la problématique du Covid et on définissait des plans d'action, on suivait chacun l'évolution de la pandémie avec les recommandations gouvernementales, régionales, voire même en Belgique, et on s'affûtait par rapport à ça. Ce qu'on a pour rejoindre un peu ce que Lydie a dit, on a vraiment ressenti sur le site vraiment une étroite collaboration, vraiment une prise de conscience, une sensibilisation et une responsabilité surtout dans le chef de tout un chacun et surtout par rapport à ce groupe de gestion de crise qu'on a mis en place. Voilà, donc on a beaucoup communiqué aussi, on a fait énormément de communication sur site d'abord, parce que en tant que comité de direction, on s'organisait de manière à ce que tous les jours il y ait minimum un membre du comité de direction qui circulait sur le site, qui allait vers les gens, qui discutaient, qui partageaient les informations, qui donnaient les recommandations. Et ça s'est relativement bien passé. On a eu un seul cas sur le site qui a été contaminé Covid, mais donc je parle de la première vague, mais qui n'a pas eu d'impact sur le site. Et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du type de planning dans lequel on travaille, mais je veux dire, donc il n'a pas eu d'impact sur les collègues et on n'a pas dû mettre quiconque durant la première vague en quarantaine. Voilà, donc ça s'est relativement bien passé pour nous, avec beaucoup de communication, beaucoup de solidarité. Voilà, c'est ce que je peux dire en deux mots par rapport à la première vague.
Merci, merci Henri. Vraiment important, c'est effectivement de la communication, d'être présent pour accompagner effectivement les équipes et en l'occurrence sur site. Dans votre cas, Marc-André, vous étiez dans un contexte là du coup différent. Comment ça s'est passé donc de la gestion de crise, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, ben nous, si je me reporte au mois de février 2020, j'ai l'impression de parler d'une autre époque et c'est tellement passé de choses depuis. Mais en février 2020, le sentiment général qu'on avait quand on observait tout ça, nous, d'ici à Montréal, c'était que c'était un peu l'incrédulité. On n'arrivait pas à croire qu'il allait y avoir une pandémie, on n'arrivait pas à croire ou du moins on le voyait d'une perspective où c'était ailleurs. Les premières informations en février qui nous parvenaient étaient que c'était en Chine, dans la région de Wuhan, c'était localisé là-bas. À un moment donné, il y a des foyers d'éclosion qui sont arrivés peut-être en Italie, en Iran. Fait qu'on y croyait pas. On croyait qu'on n'allait pas être touché, on va être honnête, là, que c'était ailleurs. Et quand le virus s'est invité, la pandémie a été confirmée à la fin du mois de février, en tout cas pour nous ici, et au début du mois de mars, là, c'était vraiment le branle-bas de combat, là. Et le sentiment qu'on a eu, c'était vraiment de plonger dans l'inconnu, plonger dans le noir, là, parce qu'on savait pas, on n'avait pas de repère, là, comment gérer une pandémie, une crise, un virus dans un contexte d'une municipalité aussi grande que la ville de Montréal avec 28 000 employés. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, parce qu'on n'avait pas de repère. Alors, on a commencé au début du mois de mars à lancer des mesures, prendre des mesures concrètes. Là, je ne ferai pas la nomenclature de toutes les mesures qu'on a prises, mais on savait qu'on s'installait pour un long marathon, mais qu'on avait à le faire en sprint, dans le fond. Quelqu'un m'a déjà dit ça, puis j'avais trouvé que l'image était bonne. Les mesures qu'on a lancées, pour vous donner quelques exemples, là, étaient déjà au début du mois de mars, par exemple, tous les employés qui revenaient de voyages de l'extérieur du Canada, de l'extérieur du pays, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, étaient mis en isolement préventif immédiatement pour une période de 14 jours. Des recommandations basées sur la santé publique, bien entendu. On a envoyé beaucoup d'informations aussi à nos gestionnaires à travers notre intranet parce qu'il circulait beaucoup d'informations, souvent douteuses là, à travers les réseaux sociaux là, sur la pandémie, sur la compréhension de ce problème-là. Donc, on a envoyé beaucoup d'informations, beaucoup de liens crédibles aussi, et on disait à nos gestionnaires de se référer à ces liens-là, la santé publique fédérale au Canada, la santé publique québécoise et d'autres liens qui étaient crédibles où nous, au niveau de ma direction, au niveau de la direction de la ville, on prenait nos informations. Alors ça, c'était pour contrôler un peu le message parce que ça prenait déjà, après quelques jours, de l'ampleur démesurée. Alors, on a également pris des mesures pour protéger les employés de la ville qui étaient porteurs de conditions médicales, ce qu'on appelle des personnes vulnérables, des maladies auto-immunes, par exemple. Alors ça, rapidement, dès le début du mois de mars, on a mis en place des mesures comme ça pour protéger les employés. Donc, ça a généré, tout ça s'est fait vite, là. Tout ça, c'est dans l'espace d'une dizaine de jours. Lancer des messages pour dire aux employés, si vous êtes toujours en accord avec les consignes de la santé publique, si vous êtes porteur de tel type de maladie, ben, contactez le bureau de santé de la Ville de Montréal. Et à ce moment-là, ben, on va traiter votre demande et on va vous mettre en isolement préventif parce que c'est la dernière chose qu'on veut. On veut protéger la santé des employés. Alors ça, c'était une des mesures. Là, je ne ferai pas la nomenclature encore une fois, mais ce qu'on a mis en place. Et les deux gros pôles qui viennent, les deux gros enjeux qu'on avait vraiment à gérer, encore une fois rapidement, dès le mois de mars, c'était de déployer, parce qu'il y a un contexte de service essentiel dans une municipalité. Je vous apprends rien en disant qu'il y a un service de police, il y a un service d'incendie, il y a un service de l'eau potable, il y a le service de collecte des ordures, des matières recyclables. Tout ça, ça peut pas arrêter. Alors, en contexte de pandémie, tout ça, ça se fait pas en télétravail. Alors, rapidement, ce qu'on a dû faire, c'est revoir toutes les procédures de travail sécuritaire, comment ces gens-là, comment ces employés-là travaillaient et comment maintenant on allait les faire travailler en tenant compte de la pandémie, donc des mesures d'hygiène, des mesures de distanciation sociale, des ports de masques dans certains cas, mais quel genre de masque? Alors, tout ça, on a travaillé ça rapidement dans les premières semaines. Et aussi, tout le contexte, ça, c'était le premier enjeu. L'autre contexte, c'était le télétravail. Alors, toutes les fonctions de soutien, dont la fonction des ressources humaines, on devait être en télétravail et on a plongé aussi là-dedans rapidement. Le télétravail est une réalité qui était un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'on en faisait un peu, on en parlait, des fois c'était des mandats précis, mais là, tout le monde était en télétravail rapidement. Alors, tout ça, ça a été déployé en l'espace de quelques semaines rapidement et ça a été un succès.
il y a eu une mobilisation incroyable de la part de toute l'équipe de direction, des employés de la ville. Tout le monde s'est mobilisé et quand on regardait d'un point de vue opération, le maintien des services essentiels, le respect des consignes de sécurité, le télétravail, tout ça a été vraiment extraordinaire. Ça s'est bien passé. Le télétravail aussi, les équipes de TI, le support, tout était parfait. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au fil de quelques semaines, voire quelques mois, a commencé à surgir des enjeux au niveau du télétravail, notamment de la superposition des sphères professionnelles et personnelles. J'entendais Lydie qui en parlait tout à l'heure. Effectivement, nous, on a vécu ça aussi, des problèmes comme ça, des problèmes de nature ergonomique aussi. C'est pas tout le monde à la maison qui est installé convenablement pour faire du télétravail. Tout le monde était parachuté là-dedans, tout le monde était plein de bonne volonté à collaborer, mais on a eu des enjeux comme ça. Des phénomènes d'isolement aussi, des gens qui sont seuls à la maison, qui ont commencé à soulever des problèmes. Je trouve ça très difficile dans un contexte de confinement d'être seul tout le temps et d'être dans le travail tout le temps. Donc, essentiellement, c'est ça, le message que j'ai à vous partager, la façon dont ça a été vécu rapidement, belle mobilisation, contexte opérationnel extraordinaire, mais des enjeux qui ont commencé à surgir rapidement au fil des semaines que je viens de vous énumérer. Mais c'est ce qui ressort aussi de beaucoup de ces expériences, c'est la formidable mobilisation des personnes. Par contre, on est dans une crise qui perdure et qui va encore durer parce que même si on parle de vaccin, voilà, on est encore à traverser une période d'incertitude, une période complexe. Et justement, la difficulté, c'est qu'est-ce que vous pourriez recommander à ces leaders pour voilà, passer au mieux cette période à venir sur la base finalement de l'expérience acquise. Lydie? Je pense qu'il faut déjà préserver l'authenticité qui a été développée au travers du premier confinement, parce que on pourrait vite laisser revenir d'anciens réflexes au galop et c'est plutôt pas une bonne chose. Je pense que cette authenticité, elle est vraiment à préserver, à développer et à approfondir. Et puis, on comprend que l'incertitude va être récurrente, qu'elle va concerner des pans différents de notre vie, mais qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles on n'a pas la main et qu'il faut apprendre à faire avec, à s'adapter, tout en développant une certaine forme d'optimisme. Nous, ce qu'on a mis en place et que je trouve vraiment très soutenant pour tout le monde, c'est ce qu'on a appelé des réunions écoute et dialogue. Ces réunions, elles ont pour vocation de laisser de la place aux réactions des individus. Donc, pas des réactions, comment dire, argumentées, intellectuelles. C'est vraiment, bon, il s'est passé ça, voilà, moi, je me sens comme ci, comme ça. Vraiment de laisser cette place pour les émotions, avec un manager qui n'a pas à répondre à des émotions, mais juste qui écoute l'état de ses troupes, qui accueille là où on est chacun, ce qui permet aussi à tout le monde de se comprendre, de se synchroniser, de voir qu'il n'y a pas forcément une place meilleure qu'une autre. Chacun aussi peut partager sa façon de gérer la difficulté et qui se suit en général de tours de questionnement sur bon bah ok, voilà, j'ai pu déposer ce que j'avais à dire, maintenant je peux être dans une phase un petit peu plus rationnelle, un petit peu plus intellectuelle et résoudre les solutions, résoudre les situations qu'il y a à résoudre. Donc ces espaces-là, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui se met en place et de manière durable parce que tout le monde y trouve un intérêt, collaborateur comme manager. Donc moi c'est le conseil dans ce qu'on a choisi de faire et qui s'avère efficace pour aborder les semaines à venir, les semaines et les mois à venir. Merci Lydie, donc du leadership authentique et qui écoute. Monsieur Plevets, dans votre cas, de façon prospective, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous recommandez? Ce qu'on recommande, si je prends la première et la deuxième vague, la première vague nous a imposé quelque part à s'organiser différemment, et je fais référence à ce qui a déjà été dit, au télétravail qu'on connaît en Belgique, bien entendu, depuis longtemps, mais qui ne fait pas partie nécessairement de la culture et pas de la culture d'une entreprise industrielle comme la nôtre. Donc, on l'a mise en place
avec les facilités gouvernementales qui nous étaient offertes durant la première vague et d'ailleurs durant la deuxième également, je sous-entends par là avec la facilité de pouvoir octroyer du télétravail sans devoir le réglementer d'une manière rigide et en fonction d'une législation bien particulière et bien précise. Et ça nous a permis, si je suis pratico-pratique, ça nous a permis de fonctionner différemment, de constater qu'on peut fonctionner tout aussi bien en faisant du télétravail qu'en étant en présentiel sur site à raison de 8 à 10 heures par jour, que l'efficacité n'avait pas été endommagée ou n'avait pas diminué en tout cas par rapport au travail dans sa globalité. Alors, je parle ici, bien entendu, du personnel administratif ou autre qui ont eu la possibilité de faire du télétravail. Comme on est une industrie, il y a fatalement toute une série, tout un pan du personnel qui peut pas bénéficier du télétravail parce qu'ils sont opérationnels sur terrain. Voilà, donc par rapport à eux, on a eu quand même une forme de reconnaissance parce que eux, ils étaient contraints, forcés de venir travailler. Là, on a mis en place une espèce de prime journalière de reconnaissance de leur présence, ce qui a bien fonctionné parce que voilà, on a eu un ou deux, on a eu une pique à 17% d'absence, mais après ça s'est directement réduit le mois qui a suivi. Donc on peut pas dire qu'on a eu une absence importante. Alors, ce qui a servi également de moteur, bon, on est dans une industrie chimique, on est grand Céveso, mais ça, je dirais un détail. Mais ce qui a surtout motivé notre troupe, c'est qu'on fabrique des produits chimiques qui rentrent dans la composition de la fabrication des masques, hein, voilà, des masques. On a 2 usines sur le site. Donc, il y a une usine qui fabrique des peroxydes, des polymères qui rentrent dans la composition de la fabrication des masques. Et sur l'autre usine, on fabrique des surfactants qui, eux, rentrent dans le cosmétique et entre autres dans tout ce qui est gel détergent, etc., savon, nettoyage, désinfectant. Et voilà, et on a beaucoup communiqué au personnel par rapport à ça. Et je pense que le personnel a été très sensibilisé à notre activité parce qu'ils savaient qu'ils participaient au bien-être des populations. Et je pense que ça a vraiment, je trouve pas le terme, mais ça a vraiment unifié l'ensemble du personnel. Ils se sont serrés les coudes et ils ont été vraiment partie prenante de toutes les actions qu'on a mis en place pour je fais référence aux gestes barrières, à toutes les règles d'hygiène, de sécurité, etc. Ça a été relativement positif dans ce sens-là. Donc, d'une part, notre activité, le but de notre activité a été perçu d'une manière très positive par notre personnel. Et de l'autre côté, le télétravail nous a permis de fonctionner différemment, mais avec la même efficience, les mêmes résultats. Et je pense que ça, c'est une leçon qui nous permettra pour l'avenir d'envisager notre organisation différemment. D'accord. Donc, vous avez passé d'un télétravail qui, dans certains cas, a été contraint à un télétravail réfléchi et choisi. Et puis, effectivement, l'importance de la reconnaissance de ce qui a été fait par les équipes et de ce qu'on fait. Merci beaucoup. Marc-André, dans votre cas, quels enseignements et surtout recommandations vous pourriez donner pour les mois à venir pour ce leadership qui va pouvoir traverser des situations d'incertitude et de complexité? En fait, avec réflexion faite, si je me replonge dans la première vague, sans reprendre ce que je viens de mentionner, s'il y a des choses que on aurait à refaire, que j'aurais à refaire, c'est on a mis le focus beaucoup sur les opérations. Alors, je l'ai mentionné parce que c'est normal, pas seulement au niveau de la ville de Montréal, mais au niveau de plusieurs organisations dans mon réseau. Je m'informais quand cette pandémie-là est arrivée, on voulait s'assurer que tout fonctionne. Alors,
tout le focus a été mis là-dessus et tous les gens se sont mobilisés parce qu'en contexte de crise, et c'est un réflexe qui est sain, on veut que ça fonctionne, alors tout le monde se donne à 100%. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte, après quelques semaines, quelques mois, qu'on s'est rendu compte qu'il y a un facteur humain qui n'a pas été considéré assez, à mon humble avis, et je me mets là-dedans moi-même, là. C'est-à-dire que dans un contexte de déploiement, de gestion de crise, de mesures d'urgence, une crise comme une pandémie, comme recommandation, moi, ce que je ferais à toute organisation, c'est que d'avoir un volet obligatoire sur des mesures à prévoir pour l'humain, pour les ressources humaines, et pas pour la fonction ressources humaines, pour tous les humains de l'organisation. Ça fait un peu candide à dire, mais de ne pas hésiter rapidement de déployer des mesures, de leur dire d'aller de contacter un programme d'aide aux employés, de bonifier les mesures au programme d'aide aux employés, par exemple, de penser à des mesures d'ergonomie en contexte de télétravail, de rapidement penser à ça. Ça se fait actuellement, à ma connaissance, là, ça se fait dans plusieurs organisations. Mais au départ, quand on n'a pas pensé à ça. C'est après qu'on a été frappé par ça. Donc, comme organisation, c'est le conseil que si c'est à refaire, que je donnerais. Avec du recul, c'est toujours bien d'être gérant d'estrade un peu, là, mais avec du recul, c'est ce que je donne comme conseil. Pour les gestionnaires, pour les ressources humaines avant, pour les ressources humaines, je dirais pour la fonction, pour les conseillers, les chefs, ceux qui s'occupent de supporter les gestionnaires notamment, d'être très vigilants sur les signes de détresse, par exemple, que peuvent démontrer des gestionnaires en contexte. Gérer en contexte de télétravail, c'est vraiment, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais c'est vraiment pas facile. Et pour les gestionnaires, ben, plus que jamais, d'être très, très bienveillants envers leurs employés. C'est les choses, les livrables, les mandats, on veut tous que ça fonctionne, mais ne pas prendre pour acquis que tout va très bien en contexte de télétravail, de confinement. C'est pas facile ce qu'on vit, c'est unique, il n'y a pas de référence encore. Donc, d'être bienveillant le plus possible. Là, mais avec du recul, c'est ce que je donne comme conseil. Pour les gestionnaires, pour les ressources humaines avant, pour les ressources humaines, je dirais pour la fonction, pour les conseillers, les chefs, ceux qui s'occupent de supporter les gestionnaires notamment, d'être très vigilants sur les signes de détresse, par exemple, que peuvent démontrer des gestionnaires en contexte. Gérer en contexte de télétravail, c'est vraiment, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais c'est vraiment pas facile. Et pour les gestionnaires, ben, plus que jamais, d'être très, très bienveillants envers leurs employés. C'est les choses, les livrables, les mandats, on veut tous que ça fonctionne, mais ne pas prendre pour acquis que tout va très bien en contexte de télétravail, de confinement. C'est pas facile ce qu'on vit, c'est unique, il n'y a pas de référence encore. Donc, d'être bienveillant le plus possible. Donc, effectivement, prendre soin des salariés, tant pour la partie physique que mentale, surtout dans un contexte où on voit qu'il y a une dégradation des indicateurs de santé mentale, et puis continuer effectivement à ce support, identifier les problématiques et accompagner par les managers. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va passer au panel des experts. Je vais commencer par toi, Frédéric. Les forces de vente sont finalement devant presque un changement de paradigme. On est passé dans un monde quasiment virtualisé, donc c'est encore plus complexe dans la relation client. Surtout qu'on est dans un contexte de crise économique où garder les affaires, les comptes d'une part, et d'autre part vendre, conquérir des comptes, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre. Qu'est-ce que tu peux, donc ces forces de vente qui sont confrontées à un changement rapide, donc pour certaines, on peut imaginer plus en difficulté, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors, je voudrais d'abord réagir à ce qu'a dit Lydie en disant on fait une sorte de portrait chinois en demandant si vous étiez un des 7 nains, c'est ça, hein, lequel vous seriez. J'imagine que celui qui dit Atchoum, on le met tout de suite en quarantaine, donc celui-là, on ne devait pas trop le citer. Alors, on en reparlera, Lydie, je me demandais. Oui, alors, Christian, pour répondre à ta question, on parle de leadership en matière de management, mais en matière de commerce aussi. Comment je maintiens mon leadership sur le marché, comment j'amène mes commerciaux à être performants dans ce contexte. Et je pense qu'il faut faire un petit peu d'histoire parce que le monde VUCA, qui est le thème
du webinaire, il n'a pas commencé pour les commerciaux, je peux dire, il n'a pas commencé avec la première crise du Covid. Quand tu refais un peu l'histoire de la vente, il y a des transformations qui sont extrêmement profondes, qui touchent à l'identité professionnelle des commerciaux, et avec deux moteurs de ce changement, qui sont la technologie et puis évidemment la sociologie. Pour vous convaincre de ça, c'est pas très compliqué. Demandez-vous à votre niveau si quand vous êtes dans un processus d'achat, vous achetez aujourd'hui comme vous achetez il y a 10 ans. En général, la réponse est non. Quand vous achetez aujourd'hui, vous commencez par aller sur Internet, aller voir des forums, voir les réseaux sociaux, qui dit quoi sur quoi. Et éventuellement, vous allez aller dans un magasin aussi pour vous renseigner. Et là, il y aura deux stratégies. Soit vous achèterez en magasin, ce qu'on appelle le reverse showrooming, après vous êtes renseigné sur Internet. Soit au contraire, vous allez voir le produit sur le magasin et vous allez acheter sur Internet, ce qu'on appelle le showrooming. Tout ça dépendant de votre expérience client qui devient un élément au cœur de la vente du B2C. Mais ce qui s'est passé en B2C, qu'on a tous vécu, ça c'est arrivé il y a 5-6 ans en B2B, avec la même chose sur un cycle d'achat, ce qu'on appelle la maturation du cycle d'achat, en disant bah, j'ai un problème mais je vis avec, et puis tout d'un coup j'apprends qu'il y a des solutions possibles à ce problème, et puis je commence à me renseigner sur savoir quelles solutions sont possibles, et puis je décide enfin de régler mon problème, ce qu'on appelle passer d'un besoin implicite à un besoin explicite. Tout ce travail-là a été fait par les commerciaux avant. Aujourd'hui, il n'est plus du tout fait par les commerciaux. Ensuite, je vais regarder les solutions, là aussi tout seul. Ensuite, je vais faire un cahier des charges pour un appel d'offres. Et là, je vais appeler le commercial. Donc, ça veut dire déjà que 70% du travail d'un commercial, qui était l'acculturation, la maturation, l'accompagnement, le conseil, a disparu au cours des 5 dernières années, avec un facteur extrêmement fort, et que vous avez tous autour de la table, et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la réduction du temps d'attention. J'ai de moins en moins le temps de faire attention. Alors, aller recevoir des commerciaux à droite, à gauche, pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils ont envie de me vendre, alors j'ai peut-être pas besoin, alors là, vraiment, j'ai plus le temps du tout. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que qu'est-ce que c'est le métier d'un commercial? C'est créer la confiance. Confiance dans l'entreprise qu'il représente, confiance dans le produit qu'il propose, confiance dans la personne. Mais quand j'ai quelqu'un qui n'a pas le temps de me recevoir, que j'ai très peu de temps, que l'attention span se réduit, comment je fais pour être efficace en une demi-heure, le jour de l'oral de l'appel d'offres, ou en 2 fois un quart d'heure? Donc ça, c'était déjà un problème extrêmement pointu, qu'on a résolu en partie en travaillant beaucoup sur les neurosciences, sur les processus de décision, et on s'est rendu compte effectivement que le processus de décision, il n'est pas rationnel, il est d'abord émotionnel. Et donc, on a travaillé sur ces phénomènes émotionnels d'enclenchement des phénomènes de décision, avec, si tu veux, cette crise qui est arrivée avec le corona, en disant, bah oui, mais tout ça, c'est compliqué, parce que finalement, encore, quand tu voyais ton client, tu pouvais essayer d'être impactant pour créer de la confiance, mais alors quand tu ne le vois plus du tout, ou à travers un écran, là, ça devient très difficile. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir, c'est Marc-André qui disait, manager en visio, c'est compliqué. Alors, imagine-toi vendre en visio avec un prospect que tu ne connais pas, ou voir avec un client qui a le pouvoir, parce que quand le client est en visio, il est derrière l'écran, il a le pouvoir. Je dirais, dans tous les métiers où il y a des écrans, où il y a des interfaces, on sait bien que ça pousse à l'incivilité, ça pousse à des tas de comportements qui ne sont pas des comportements d'écoute et de bienveillance. Donc, je me retrouve derrière un écran, voire je me retrouve en multimodal, c'est-à-dire j'ai mon client en visio, puis j'en ai un autre au téléphone, et puis j'en ai un autour de la table, avec des complexités de gestion qui sont très compliquées, et avec cette nécessité d'aller créer de l'émotion à travers un écran. Et de moins en moins de temps. Donc tout ça pour te dire que il y a plein de commerciaux aujourd'hui qui te disent mais mon métier a changé, c'est plus moi, quoi. Tu vois, ils sont vraiment dans une situation complexe. Et alors je vais te dire, il y a une sorte on a trié un peu le bon grain de livret avec, enfin, si je puis dire, c'est pas très joli, avec cette crise du Covid, avec l'isolement, parce qu'en fait tous les commerciaux qui étaient un petit peu à l'ancienne, tu vois, qui venaient te voir pour te vendre un produit. Et ils parlaient du produit, les caractéristiques, etc. Ben, le jour où ils ont été confinés, ils ont arrêté d'appeler leurs clients parce qu'ils n'avaient rien à leur raconter. Ça, c'est quand même un élément. Et ça a duré. Et après, ils étaient dans l'angoisse de dire, mais waouh, comment je le rappelle maintenant? Ça fait 1 mois et demi que je ne suis pas allé le voir, j'ai rien eu à lui dire, je ne sais même pas comment il va. Ça. Et puis, tu as d'autres commerciaux qui, eux, étaient déjà
plutôt dans la relation, dans la vente de solutions, etc. Et qui, eux, ont maintenu le lien. D'accord. Et pour eux, ça a été beaucoup plus facile derrière d'aller reprendre contact avec les clients parce que, bon, tout au long, ils étaient dans cette relation de, un peu ce que disait Lydie, hein, de bienveillance, comment ça va chez vous, etc. Je t'appelle pas pour te vendre quelque chose, j'appelle juste pour savoir comment tu vas. Et donc, maintenant se posent des questions fondamentales qui est de dire, est-ce qu'on veut devenir excellent en visio? Et il y a beaucoup de groupes qui font ça. Hein. Il y a des groupes qui ont interdiction d'aller chez les clients. Tous les groupes américains, ça c'est clair, hein, les commerciaux doivent rester chez eux. Et donc, il faut que tu deviennes très, très bon en apprenant comment créer de l'influence à travers l'écran, à travers cette… vendre en visio, influencer en visio, avec des dynamiques très différentes entre la chasse et l'élevage. Hein. Pour tout le monde, la chasse, c'est chercher des nouveaux clients, et l'élevage, c'est j'élève des clients existants. Avec, en élevage, comment j'élève des clients existants qui vont me poser des tas de problèmes en période de crise, de négociation, de renégociation, etc. Donc, il faut développer une culture de la négociation en visio et une culture de la chasse en visio avec des avantages et des inconvénients. Mais le vrai truc, si tu veux, c'est que quelle que soit la stratégie que va décider l'entreprise, il y a un élément qu'elle ne maîtrise pas, c'est la stratégie du concurrent. Et donc, si toi, tu dis, ben moi, je vais faire attention à mes collaborateurs, à ce qu'ils ne soient pas malades, à l'hygiène, etc., tu dis, vous restez chez vous, faites tout en visio, et que le concurrent il continue d'aller chez le client, tu vas pouvoir aller créer cette proximité, ben, tu vas commencer à avoir des distorsions de concurrence et des pertes de leadership qui vont être assez marquées. Enfin, voilà, quelques idées à partager après ces déclarations. Merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, c'est passionnant. La perspective que tu nous as donnée, effectivement, le challenge. Donc, là aussi, un besoin d'adaptation hein, au niveau de cette force de vente. Ouais. Avec des techniques, d'ailleurs, je crois que vous travaillez même sur des fonds d'écran qui influencent potentiellement la vente. Oui, alors ça, c'est assez intéressant. Il y a des études qui ont été faites depuis que la vente sur Internet fonctionne. L'exemple qui est le plus connu, hein, qui est fait par l'université américaine, où je vais pour acheter un canapé, et donc j'arrive sur le site marchand, d'accord, du vendeur de canapé, et au hasard, je suis distribué sous deux sites du même marchand. Le premier site, où sur le fond d'écran, il y a des nuages. Et le deuxième site, sur le fond d'écran, mais c'est imperceptible, hein, c'est vraiment, tu vois, c'est une sorte d'image subliminale, quoi. Sur le fond d'écran, il y a des cents, des centimes. Eh bien, en réalité, quand il y a des cents, je passe de 30 à 70% ma vente sur des produits pas chers. Quand il y a des nuages, je passe de 30 à 70% sur des produits chers. Parce que le nuage va appeler vers la notion de confort, et inconsciemment, je vais orienter ce qu'on appelle le priming effect, mon client vers le confort, alors qu'en réalité, si je mets des centimes, je l'oriente vers un critère de prix. Tu vois. Alors, c'est complètement inconscient, les gens ne savent même pas pourquoi ils y vont. Donc, ces méthodes d'influence, elles existent, et c'est vrai qu'à partir du moment où je choisis d'aller vendre sur Internet, il faut que je commence à réfléchir aux mots, à la manière dont je présente, au fond que je vais avoir. Enfin, il y a toute une approche qui doit être développée, y compris dans les approches de négociation où on peut avoir un avantage à être en négo, même s'il y a beaucoup de faiblesses. Mais en tout cas, si on ne professionnalise pas, si je veux vendre en visio comme je faisais en face à face, forcément, ça ne va pas marcher. Hein. C'est comme les gens qui font de la formation, qui vous disent on avait 3 jours de formation en présentiel, ah ben pas de problème, on l'a passé en visio, ça marche. Non, ça ne marche pas, évidemment. Déjà, 1 heure en visio, c'est fatigant, alors 7 heures d'affilée, t'imagines. Enfin, voilà. Donc, il y a une ingénierie à avoir sur la formation en visio, et tu as de la technicité à avoir sur la négociation en visio et sur la vente en visio. Alors, très belle transition parce que justement, je vais passer la parole à Carole. Donc, Carole, comme consultante, a justement accompagné des organisations et dans ces derniers mois, là, depuis le début de la pandémie, des organisations parfois en crise ou en transformation, avec des formations d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous partager en termes de constats, de retour d'expérience?
Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour évoquer ce thème. Alors effectivement, hein, depuis le premier confinement, on l'a vu, la crise sanitaire est venue impacter bien sûr le travail, hein, mise en place de manière imposée dans un délai très court d'une situation de télétravail pour la plupart d'entre nous. Vous l'avez évoqué, hein, Lydie, Marc-André, Henri, dans les témoignages, maintien des activités sur site, hein, pour d'autres, avec une nouvelle organisation de travail qui vient respecter les gestes barrières et puis la gestion parfois d'une réduction des effectifs pour les entreprises. C'est aussi bien sûr venu impacter les salariés au niveau individuel avec des manifestations de stress, avec un sentiment d'insécurité pour sa santé, celle de ses proches, avec aussi, hein, la gestion de l'effacement, hein, de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis, bien sûr, c'est venu impacter les collectifs, avec parfois l'émergence de tensions entre collègues ou la fragilisation possible avec le management. Et bien sûr, à cela s'ajoute une insécurité économique. Alors, pour vous faire un petit retour finalement de ce que nous avons pu observer suite à l'accompagnement, hein, des différentes entreprises que nous avons suivies dans cette période, dans ce contexte, à partir de notre questionnaire ADAPT, hein, je pense que Christian vous l'évoquera certainement, et puis bien sûr des autres suivis, hein, qui ont pu être mis en place, tels que des formations, hein, effectivement, qui ont dû être réajustées, hein, dans l'approche, hein, pour répondre effectivement à ces contraintes de distance. Ce qui ressort finalement concernant les retours des salariés, c'est le ressenti d'une charge de travail qui est ressentie de manière plus importante pendant la période de confinement. Il ressort aussi, hein, un sentiment d'inquiétude quant à la pérennité de l'emploi, hein. J'évoquais une insécurité économique, et puis une crainte, hein, quant à la contamination en entreprise, mais également dans les transports, qui est aussi à considérer, et puis un sentiment aussi de manque de reconnaissance quant au travail fourni qui est assez prégnant. Concernant les managers, ce qui ressort, ce sont des difficultés, hein, de management à distance, hein. Il s'agit évidemment, hein, de s'ajuster, hein, face à cette nouvelle forme de travail, et donc sur la régulation de l'activité dans ce contexte, ainsi que des difficultés pour accompagner finalement les salariés dans ce nouveau contexte, salariés qui sont parfois en situation de souffrance, de mal-être. Alors, ce qu'on a détecté, hein, des attentes des salariés, la première ne vous surprendra, j'imagine pas, vient concerner le renforcement des mesures liées à l'aménagement des modalités de travail, le télétravail, la flexibilité des horaires de travail. Et puis la seconde attente vient concerner un renforcement de la communication, de la stratégie en lien avec le contexte sanitaire et en lien avec les craintes liées à l'insécurité économique. Les managers, eux, font plutôt retour de mesures d'accompagnement spécifiques, comme le soutien psychologique ou des accompagnements collectifs qui finalement viennent répondre, hein, aux difficultés qu'ils ont pu évoquer. Merci. Et du coup, quelles recommandations pour les mois qui viennent, voilà, dans cette crise qui continue et avec cette incertitude? Alors, plusieurs l'ont dit, hein, c'est une situation pour laquelle nous n'avions pas d'expérience, et donc voilà, il s'agit de s'ajuster au fur et à mesure, hein. On sait qu'il y a des caractéristiques de fonctionnement d'entreprise qui viennent favoriser la résilience. Alors, la résilience organisationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'une organisation à surmonter un danger, à résister, à survivre aux conséquences, hein, de cette situation. La résilience organisationnelle doit donc se penser en fait comme un long chemin qui va s'inscrire, qui doit se penser dans la durée. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et les cultures d'entreprise qui sont innovantes, qui sont agiles, qui laissent une forte latitude décisionnelle aux salariés, qui facilitent les prises d'initiative, bien celles-ci favorisent finalement l'intelligence collective et contribuent à la valorisation des salariés. Cette crise permet aussi de revaloriser et de repenser le management de proximité, hein. Plusieurs ont évoqué, hein, cette place du management. C'est un allié incontournable, hein, dans la résilience organisationnelle. Ce qui est demandé finalement aux managers de proximité, c'est plus du contrôle, de la surveillance, mais bien de créer du lien, de la motivation, d'engager les salariés. Il s'agit donc pour eux de repenser leur approche, de réajuster leurs pratiques et de penser finalement le rôle qui est le leur en tant que manager.
c'est par exemple un rôle de préventeur de la santé au travail qui est renforcé dans ce contexte-là. Et bien sûr, c'est pas chose aisée, donc on peut venir s'interroger sur quelle est pour une entreprise la façon d'outiller ses managers pour faire face à ce nouveau rôle qui est le sien. Dans cette période, ce qui est important, ça va être de sensibiliser ces managers à la détection des signaux faibles des salariés qui seraient en difficulté, mais également pouvoir leur fournir un document interne qui apparaîtra clair et qui viendra détailler le maillage existant au sein de l'entreprise qui permettra la prise en charge, la posture de relais finalement pour la prise en charge des salariés en difficulté, des problématiques qui peuvent être remontées. Et puis de venir préciser le rôle et les limites du manager, les pourtours, on l'a dit également, entre la sphère privée et professionnelle s'étiole. Il est donc essentiel pour le manager de reconsidérer son rôle. Alors le manager de proximité et à travers lui l'ensemble de l'entreprise doit être attentive à la charge de travail, au risque de surinvestissement lié au télétravail, à l'autonomisation des équipes, tout en préservant la présence du manager en cas de besoin. Et puis bien sûr, parce que c'est un facteur de protection, renforcer les collectifs de travail qui peut notamment s'étioler avec le télétravail, renforcer les échanges collectifs et individuels. Ça aussi, ça a beaucoup été évoqué, c'est fondamental. Penser des temps de convivialité sur des temps informels pour favoriser ces échanges informels, privilégier les échanges en visio, prendre en compte les remontées des équipes de façon à pouvoir aussi s'ajuster sur le temps et reconnaître les équipes pour le travail effectué, c'est fondamental. Donc on est dans une crise qui dure avec une incertitude quant à sa durée et à son issue, ce qui est particulièrement éprouvant. D'ailleurs, on a pu l'observer finalement, on a des signes d'usure psychologique qui apparaissent plus importants que lors du premier confinement et donc effectivement cela va nécessiter un renforcement accru de la vigilance de l'entreprise dans son rôle de préventeur de la prévention de la santé des salariés qui est particulièrement importante en cette période. Cette crise, c'est donc aussi l'occasion finalement, et je finirai sur ça, de repenser les organisations de travail, leur fonctionnement, la prise en compte de l'importance de la qualité de vie au travail comme facteur essentiel bien sûr pour les salariés, mais aussi de facteur de performance pour l'entreprise et ainsi finalement tel que dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, recentrer l'humain au cœur des organisations comme une valeur incontournable de celle-ci. Merci Carole pour toutes ces recommandations. Donc la reconnaissance de la vigilance, de la résilience à construire dans le temps avec une petite dose aussi, j'ajouterais, d'agilité. Je termine par toi, Emmanuel. Le retour au travail, à l'activité après un arrêt de travail de longue durée, c'est dans une période normale, c'est déjà quelque chose de difficile. On a cette expérience et ces témoignages des salariés. C'est pour ça qu'on propose effectivement ces dispositifs de retour au travail, d'accompagnement. Mais là, j'allais dire, la marche est encore plus haute parce que c'est retour à l'activité dans un contexte de crise sanitaire, dans un contexte de changement. Quel constat, quelles difficultés peux-tu nous signaler que nous font remonter les différentes personnes qu'on accompagne? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, dans ce contexte, ce qu'on observe au niveau de l'accompagnement et des personnes qui sont en arrêt maladie longue durée, c'est que tout est accru. Toutes les problématiques qui existent déjà en temps normal pour une reprise d'accompagnement, enfin un accompagnement en tout cas d'une reprise d'activité après un arrêt de longue durée, c'est difficile, mais alors là, c'est amplifié de façon vraiment extrême, c'est amplifié d'une part du côté du salarié qui va reprendre et c'est aussi amplifié du côté de l'entreprise qui va devoir réintégrer le salarié. Alors, du côté du salarié, qu'est-ce qui fait que c'est amplifié? D'une part, on se retrouve avec des personnes qui sont, la plupart d'entre elles sont en arrêt maladie longue durée, donc catégorie fragile, donc pas forcément attendue, pour lesquelles il y a un retour, effectivement un recul de la reprise d'activité, parce que si elles reprennent dans ce contexte, ça peut être facteur de risque pour elles, et donc on va éviter de les faire reprendre trop vite, trop tôt.
Ça, c'est du point de vue effectivement de l'encadrement médical. Il y a aussi les personnes qui ont la crainte de reprendre parce que si elles reprennent, effectivement, l'entreprise n'est pas forcément dans des dispositions favorables. Il y a des risques de licenciement, etc. Donc, l'arrêt de travail vient en lui-même comme une espèce de valeur refuge, ce qui fait qu'on se retrouve avec effectivement des décisions de reprise, des organisations de reprise qui sont reportées, reculées, donc des arrêts maladie qui se prolongent au lieu de se réduire. Ça, c'est un facteur. Il y a un autre facteur qui est lié au fait que, à contrario, on est dans des contextes où il y a de plus en plus de personnes malades. Le Covid crée de la maladie en tant que telle, donc il y a des équipes qui se réduisent, et donc on se retrouve avec des entreprises qui font pression auprès de leurs salariés qui sont en arrêt de travail pour revenir, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et là, on se retrouve avec des effets à l'inverse contre-productifs, avec des personnes qui ne se sont absolument pas prêtes pour reprendre et qui donc, du coup, viennent encore se maintenir dans l'arrêt de travail qui est là comme une espèce de valeur de protection. Donc ça, c'est effectivement des points qu'on observe du côté du salarié. On a aussi des personnes qui prendraient, on voit souvent dans la reprise d'activité, dans l'arrêt de travail et le questionnement sur la reprise d'activité, des fois il y a des facteurs de résilience et c'est l'occasion de changer de métier, de se réorienter. Cette prise de risque-là n'existe plus, en tout cas elle est fortement réduite. Elle est fortement réduite parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir au niveau effectivement économique actuellement, mais en plus de ça, parce qu'une personne qui reprendrait sur un autre métier, elle doit se former et être accompagnée dans cette reprise-là. Or, c'est beaucoup plus compliqué d'être accompagnée dans une reprise d'activité sur un métier qu'on ne connaît pas que de reprendre sur un métier qu'on a déjà connu. Donc ça, effectivement, ça complexifie considérablement les choses. Et puis, quand la personne reprend, quand bien même, malgré tous ces freins qui sont là, elle va reprendre dans des situations qui ne sont pas des situations ordinaires et normales. Et donc, tous les éléments qu'il y a besoin de ressolliciter dans le cadre d'une reprise d'activité après un arrêt longue durée, de coopération entre les collègues, de réapprentissage, de restauration du sentiment de compétence, d'être accompagné, d'être épaulé, tout ça devient de plus en plus dur. Il faut reprendre les travaux soit dans des conditions particulières avec des équipes partielles, avec une équipe sur site, une équipe en télétravail, soit complètement en télétravail. Et donc, la récupération de la compétence devient de plus en plus complexe. Elle est de plus en plus complexe pour le salarié, mais elle est aussi de plus en plus complexe pour le manager qui va devoir épauler la personne dans sa reprise. Et là, je rejoins complètement tout ce qui vient d'être décrit par mes collègues et notamment par Carole en tout dernier. Les managers sont en situation extrêmement sensible dans l'accompagnement de cette reprise actuellement. Ils sont sensibles parce que manager en télétravail, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. C'est pas facile, c'est compliqué effectivement d'aller détecter les signes faibles de difficultés, de non-récupération effectivement de la compétence et de l'attitude. Ça se fait pas, on n'est pas effectivement au milieu de ses collègues à pouvoir entendre, à pouvoir capter ce qu'il en est. C'est extrêmement compliqué. Il y a cet élément-là. Il y a aussi que le manager doit accompagner en gérant des équipes dont certaines sont en chômage partiel, d'autres pas. Donc, ça vient complexifier son action de management. Et puis, il y a le fait que les managers sont aussi pris dans un contexte d'incertitude où ils ont à gérer effectivement les fusions, les restructurations, les réorganisations, à porter certains messages, à ne pas en porter d'autres, et où ça vient encore plus complexifier les choses. Et ce qu'on observe, c'est que les managers sont eux-mêmes extrêmement fragilisés en ce moment. Et comment réintégrer une personne fragilisée, portée effectivement au sein d'un collectif, cette réintégration-là, quand effectivement, le manager est lui-même en situation complexe et quand il doit gérer de la situation complexe au niveau de son équipe. Merci beaucoup pour cet éclairage, effectivement, donc des managers exposés, une difficulté à envisager effectivement des repositionnements, reclassements, donc et bien sûr l'incertitude. Dans ce contexte-là, quelles seraient tes recommandations justement? Alors, difficile d'apporter des recommandations parce que la crise n'est pas finie, parce qu'on apprend en avançant, parce que
on va encore effectivement en découvrir. Les recommandations, d'une certaine façon, elles ont déjà toutes été dites autour de ce webinaire aujourd'hui. La première, et je rejoins dès l'introduction de Lydie, organiser effectivement des échanges virtuels, des pauses café virtuelles, c'est le meilleur moyen d'aller créer le sentiment d'appartenance à un collectif. Et quand une personne reprend, elle a été isolée, reprendre dans un contexte d'isolement, c'est compliqué. Donc effectivement, de toutes les manières qui puissent être possibles et mises à disposition, recréer effectivement du sentiment d'appartenance. Alors ce sentiment d'appartenance, il passe effectivement par les pauses café virtuelles, mais il passe aussi parce que mes collègues ont mis en avant, c'est de la communication sur la stratégie d'entreprise, sur les orientations d'entreprise. Ça permet effectivement d'être dans un collectif particulier et puis créer des binômes de travail. Le plus compliqué pour une personne qui a été en arrêt maladie de longue durée, elle a perdu tous ses repères, elle a perdu tous ses réflexes, il faut qu'elle se remette là-dedans. Et la constitution des repères, des réflexes et de la compétence, ça se crée sous le regard de l'autre, sous l'interaction avec l'autre. S'il n'y a pas d'interaction, ça va être compliqué de le mettre en place. Donc, le meilleur moyen, c'est effectivement de proposer des binômes de travail où effectivement, on va pouvoir aller se questionner comme on le fait spontanément quand on est sur site, où on va poser une question parce qu'on est en difficulté. Là, c'est plus compliqué, ça se fait derrière une visio. Donc, essayer de recréer le plus possible ces temps d'échange-là pour qu'il y ait une montée progressive du sentiment de compétence. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Je regardais rapidement s'il y avait, comment dirais-je, des questions. Je n'en vois pas, sauf s'il y a quelqu'un qui, là, spontanément, nous pose une question. Sinon, effectivement, il me restera à conclure en vous remerciant, bien sûr. Je voulais juste vous parler de dispositifs qu'on a justement formulés dans le contexte de cette crise, de ce monde VUCA. L'un, c'est à niveau organisationnel, c'est Carole en a parlé brièvement, en a fait allusion. C'est un questionnaire qu'on a mis au point spécifiquement pour les organisations, pour prendre des décisions, parce que le postulat, c'est que pour prendre les bonnes actions, les bonnes décisions, on a besoin d'un bon diagnostic. Donc, c'est un questionnaire qui mesure la résilience organisationnelle et la capacité d'adaptation de l'organisation dans ce monde en transformation, à la fois en questionnant les salariés et les managers, ceux qui sont en télétravail, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont sur site, ceux qui potentiellement aussi, on n'a pas parlé, mais qui se retrouvent aussi en chômage partiel, donc cette notion aussi d'incertitude liée à l'activité. Hein. Donc un questionnaire vraiment très flexible, très rapide, qui permet effectivement d'arriver avec énormément de données générées de façon rapide, un rapport très complet avec des recommandations d'action pour ensuite mieux corriger éventuellement et prendre les bonnes décisions. Donc c'est au niveau organisationnel adapte. Et puis sinon, juste quelques mots pour une formation qu'on a mis en place qui s'appelle R 2.0. On avait R qui existait, donc c'est une formation vraiment pour à la fois le personnel RH et le personnel encadrant, pour vraiment sensibiliser, pour intervenir et développer la résilience dans un environnement stressant, hein, dans le contexte actuel. Donc, c'est vraiment mettre l'accent, on en a parlé, hein, sur le facteur humain dans la gestion des équipes, avec des échelles de mesure scientifiques, à la fois des échelles de mesure d'anxiété, pour comprendre l'impact de l'anxiété sur les équipes, et mieux identifier les personnes en difficulté, et puis à appliquer les grands principes, Carole en a parlé tout à l'heure, de la résilience, et puis aussi comprendre la dimension traumatique, hein, parce que ce qu'on vit porte une dimension traumatique, hein, ce monde, cette transformation si rapide avec cette notion de danger, de besoin de s'adapter très rapidement, ce stress très élevé qui affecte les personnes et les organisations. Voilà, si vous voulez effectivement plus d'informations, vous pouvez effectivement le retrouver sur notre site, sur ces deux dispositifs, ADAPT et R 2.0. Je tiens vraiment à remercier nos intervenants, c'était brillant, c'était très riche, vraiment des contributions très complémentaires, un éclairage qui, on l'espère, aura permis
d'apporter des réponses. On n'a pas l'ambition de répondre à toutes les questions, mais en tout cas d'apporter des éléments de réponse et pour vous aider effectivement dans les semaines, les mois à venir. Je termine juste en demandant effectivement si vous pouvez, on vous enverra un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes, quelques minutes pour y répondre, parce qu'on est toujours soucieux effectivement de bien s'adapter aux besoins et puis on apprend. Donc, ces webinaires, pour nous, c'est une nouvelle formule aussi. Donc, pour être aussi performant, je sais maintenant, il faudra qu'on change le fond d'écran, Frédéric. En tout cas, voilà. Grand merci à tout le monde et puis au revoir pour nos amis un peu partout, d'ailleurs des pays francophones. Donc, je pense au Québec, je pense bien sûr à la Belgique et à la France et peut-être d'autres pays. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.